Bonsoir la MIF. Alors ce soir, je vous propose une guidance méga concrète de choses que vous pouvez mettre en place dès demain matin pour vous soulager dans votre parcours FJ. Alors on va juste se laisser ce soir pour chialer un dernier coup, voilà. Et demain matin, vous allez réfléchir à tout ça, là pendant la nuit, vous allez dormir dessus. Et demain matin, ce que vous allez faire, c'est, voilà, vous allez prendre votre thé, votre café, et vous allez vous dire, à partir de maintenant, je fais comme ça. Vous allez prendre cette décision de faire correctement. Parce qu'en fait, je vais vous parler de choses que les FJ, pas par défaut, mais par design, font d'une mauvaise manière, ont désappris à faire ou n'ont pas appris à faire correctement. Et c'est primordial de réapprendre ça parce que ce sont des points fondateurs d'une vie saine et d'une façon de vivre les émotions complètement saines. Et c'est aussi fondateur de... vecteur plutôt d'une abondance. Donc c'est en ça où, à un moment donné, il faut se poser et être concret, c'est-à-dire pour créer mon abondance, pour créer ma sérénité, qu'est-ce que concrètement je peux faire maintenant? Donc on va parler de ça. Alors, demain matin, vous allez prendre votre thé, votre café, et vous allez réfléchir à quelque chose. Premier point, vous allez réfléchir à la hiérarchie des émotions. J'entends par la hiérarchie des émotions avoir la bonne réaction pour le bon fait, pour le bon événement, oui, un truc qui se passe, quoi. Je vous donne un exemple très concret qui est le grand péché des chasers. C'est par exemple recevoir un texto de son autre, voir qu'il est passé, regarder nos stories Instagram. On voit sa petite tête dans les vues, là. Quand il nous dit un demi-compliment tout mou, pas très courageux, somme toute assez commun au final, mais que en face, le chaser va complètement décapsuler de joie. Il va partir genre comme ça en disant oh, mais c'est sûr, il m'aime. Il est dans mes vues Instagram. Ça y est, il pense à moi, on va se réunir, machin, machin. Non. Il est dans tes vues Instagram parce qu'il voulait voir ta story. Il n'est pas dans tes vues Instagram parce que vous allez vous réunir. Il t'a pas écrit parce qu'il t'aime, il t'a écrit parce qu'il avait envie de communiquer. Voilà. Et il t'a pas fait un compliment parce qu'il t'aime, il t'a fait un compliment parce qu'il se sentait joyeux, il avait envie d'être complice. C'était pas de l'amour, c'était de la complicité. C'est ça la hiérarchie des émotions, c'est-à-dire remettre les choses dans leur contexte. Si, par exemple, on va prendre l'exemple du compliment tout mou. Qu'est-ce qu'un renard pourrait dire de pas très courageux? Voilà, genre... je saurais même pas vous dire tellement ils font rarement des compliments, les runners, en vrai. Genre, vous savez très bien de quoi je parle, les chasers. Genre, quand ils tournent autour du pot, dire genre, bah vas-y, fais-moi un compliment, pourquoi tu tournes autour du pot comme ça? Voilà. Dis-le, franchement. Bon, on va prendre l'exemple de la vue dans les stories, parce que ça, c'est un classique. Il est là parce qu'il veut savoir, parce qu'il est curieux, parce que, voilà. Il est aussi curieux que votre pote, que le mec que l'anonyme qui est tombé sur votre compte par hasard, voilà. Oui, il a des sentiments pour vous, mais c'est juste pas la même histoire. Quand on a des sentiments pour quelqu'un, on lui dit qu'on l'aime. Quand on est curieux de savoir ce qu'il fait dans sa journée, on va voir ses stories sur Instagram. Vous voyez? Donc, quand le chaser décapsule d'avoir vu sa petite tête dans les vues, là, et qu'il dit ça y est, on va se réunir, on va se marier, on est amoureux, ça y est, c'est lancé, tout ça. C'est complètement décorrélé au fait. C'est-à-dire, en fait, il est juste curieux de ce qui se passe. Et en fait, on ne devrait pas avoir d'émotion particulière par rapport à ça. Vous voyez? C'est comme si je vous ancre, si vous voulez, cette émotion dans le concret. Surtout, en plus, les réseaux sociaux, ça abolit certaines barrières de choses qu'on ne ferait jamais dans la vraie vie. Mettre un vu, par exemple. C'est-à-dire, si vous croisiez votre FJ dans la rue, que le chaser, qui est souvent là en train d'alimenter des conversations, dit ah bah tiens, coucou, tiens, on se croise, coucou, salut, bah justement, je pensais à toi, machin. Dans la vraie vie, il y a une chance sur deux pour que votre renard, il vous cale en vue. Hein. On le sait, on est tous d'accord. Vous pensez que votre renard, dans la vraie vie, il ferait ça? S'il était en face de vous, vous pensez qu'il vous regarderait comme ça? Et puis tourne la tête et puis s'en va?
est-ce que ça serait pas la pire des raclures de connards de faire ça? Mais, bien sûr que oui. Mais, sur les réseaux sociaux, on dit, non, mais en même temps, tu comprends, il a des trucs, il est sûrement occupé, il est sûrement dans sa nana, la. En gros, on va lui chercher des excuses pour disculper le fait qu'en fait, il est d'une impolitesse royale, qu'il est incapable d'exprimer ce qu'il vit. Voilà, en fait, vous voyez, on va disculper quelque chose à un moment où on devrait être en colère. C'est-à-dire, quand votre runner, il vous cale un vu, vous avez le droit d'être en colère, parce que si vous avez calé un vu dans la vraie vie, objectivement, il y a un problème de communication, c'est évident, il y a un problème de politesse. On n'ignore pas comme ça les gens dans la rue, vous voyez, surtout pas les gens qu'on est censé aimer, vous voyez. Et à l'inverse, si vous croisiez votre runner dans la rue, est-ce que vous sauteriez au plafond comme vous sauteriez au plafond de le voir dans vos vues Instagram? C'est-à-dire quand on voit sa petite tête dans les vues, là, genre, oh mon Dieu, ça y est, on va se réunir, machin. Si vous le croisez dans la rue, je sais pas, vous allez à Carouf, vous vous croisez à la caisse, vous allez pas dire oh mon Dieu, ça y est, on va se marier. Non, en fait, vous êtes juste en train d'acheter du liquide vaisselle, vous voyez. Donc, vous allez avoir vous serez trop content de le voir, trop content d'avoir de ses nouvelles, ou même si vous l'avez juste aperçu de loin, trop content d'avoir vu son visage, etc. Vous serez content, vous serez pas complètement transcendé. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça serait une émotion saine. Donc voilà, la première chose que je voudrais à laquelle vous réfléchissiez pour apaiser en fait votre parcours, enfin c'est, vous faites ce que vous voulez, moi je vous guide en vous disant ça, mais concrètement vous faites ce que vous voulez. Mais je vous incite demain matin, en touillant votre thé ou votre café, à se dire, aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, je ressens des émotions cohérentes avec ce qui se passe. Si je le vois dans mes vues, c'est sympa, mais ça s'arrête là. Je n'ai pas à avoir mon cœur qui se soulève pour ça. S'il m'envoie un message un petit peu mou, j'ai le droit d'avoir une émotion un petit peu molle. S'il m'envoie un message courageux, j'ai le droit d'avoir une émotion courageuse. Vous voyez, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose que les flammes jumelles... J'ai pris l'exemple du runner avec le texto un peu mou, voilà, mais ça marche dans les deux sens. Hein. Les runners aussi, ils ont ce truc-là. Mais eux, c'est pas... Autant le chaser, il va avoir le cœur qui va s'éclater comme ça au plafond direct dès que leur runner fait une virgule d'un truc un peu mignon, genre 1% d'un truc qui... où il reste quand même 99% qu'il faudrait pour arriver à un truc concret, vous voyez. Mais bon, le 1% de genre... Ah voilà. Le runner, ça va pas être dans la joie, comme ça, dans l'excitation, machin, ça va être plutôt dans la panique. C'est-à-dire, runner, ne panique pas quand... Est-ce que ça vaut vraiment le coup de paniquer quand ton chaser te fait une déclaration d'amour ou qui te dit un truc concret ou machin? Genre quand il te dit, je sais pas... ouais, j'ai des sentiments pour toi, j'ai envie qu'on ait une histoire ensemble. Il est pas en train de te dire coucou, j'ai trouvé ton numéro de sécu social, du coup j'en ai profité, je t'ai mis dans mon dossier à la CAF, comme ça on va toucher la prime concubinage. Vous voyez, enfin, il y a deux poids deux mesures. Il y a un côté c'est mignon parce que, enfin c'est mignon, c'est même normal de partager ce qu'on ressent, etc. De l'autre côté il y a une psychopathe, vous voyez. Genre, coucou, j'ai fait la demande, je sais pas, d'allocation familiale ensemble parce qu'on s'aime tellement et du coup c'est concret pour moi, j'ai besoin d'un papier. Enfin non, vous voyez, là vous pourriez avoir peur, là vous pourriez paniquer, vous pourriez même carrément aller chez les flics, vous voyez. Par contre, quelqu'un qui exprime des émotions, qui essaie voilà, de rentrer en communication avec vous, je comprends que ça vous noie, je comprends que ça vous impressionne, etc. Est-ce que ça vaut le coup vraiment de paniquer par rapport à ça? Vous avez, voilà, contrebalancer. Si vous avez peur, si vous paniquez vraiment pour quelque chose, faut que votre panique, elle ait comment dire, elle ait une vraie raison d'exister. Elle a une raison d'exister pour quelqu'un qui va vous faire une demande de dossier CAF alors que vous avez bu juste un café il y a 3 ans. Vous voyez, il y a toutes les raisons de paniquer. Là, oui. Est-ce qu'il y a une raison de paniquer quand la personne que vous adorez, que vous aimez, etc., vous dit juste qu'en fait, elle vous adore aussi en retour? Vous voyez, vous pouvez être impressionné. Je dis pas qu'il faut pas être impressionné, timide, maladroit, pas à l'aise, ça, ok, d'accord. Est-ce que ça vaut le coup de paniquer? La panique, c'est un sentiment hyper fort. Et en fait, si vous voulez la panique, la peur, etc. Si vous voulez
la vie émotionnelle des flammes jumelles est complètement éclatée au sol à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a une intensité émotionnelle, si vous voulez, complètement décorrélée des faits. Tout simplement, complètement décorrélée des faits. Et donc, en fait, je vous invite vraiment, parce que c'est un truc que moi, j'ai appris trop tard, j'aurais aimé le comprendre plus tôt, me dire, en fait, je suis en train de ressentir une émotion qui a rien à voir avec ce qui est en train de se passer, en fait. Et je comprends pourquoi je réagis comme ça. C'est parce qu'on m'a appris à réagir comme ça. Parce que j'ai été dans des situations traumatiques qui m'ont appris à réagir comme ça. Donc, c'est pas ma faute, c'est pas votre faute non plus. C'est la faute à personne. C'est la faute au parcours. Vous voyez? Mais c'est une tâche, une fois qu'on l'a compris, de se dire en fait, ma vie émotionnelle est déconnectée de la réalité des choses, il faut que je reconnecte. Et quand on arrive enfin à plugger les trucs, tout devient tellement plus simple. C'est-à-dire que dès lors où vous êtes confronté à quelque chose, au lieu de tout de suite partir dans l'émotionnel, au lieu de tout de suite réagir, etc., on peut ne serait-ce qu'avoir qu'une demi-seconde de réflexion, de se dire, attends, c'est quoi l'intensité du fait qui est en train de se passer? Et du coup, ok, l'intensité, elle est pas ouf, assez intense, super intense. Du coup, je vais m'autoriser à avoir une émotion pas ouf, assez intense ou super intense. Vous voyez? On a le droit d'avoir une émotion, enfin, on a le droit. Vous ressentez ce que vous voulez, vous avez votre libre arbitre. Mais c'est sain, si vous voulez, de ressentir une émotion super intense quand quelque chose de super intense est en train de se passer. C'est-à-dire, ça y est, vous avez trouvé le courage de vous réunir, donc vous êtes en face l'un de l'autre, vous avez fini votre parcours, vous êtes prêts à discuter sérieusement d'une relation de couple, etc. Chacun est là, là ouais, vous avez grave le droit d'avoir une vie émotionnelle hyper intense à ce moment-là, parce que ce que vous êtes en train de dire, c'est objectivement hyper intense. Quand vous reprenez contact après un moment de silence, etc., vous avez le droit d'être excité. Après, vous n'êtes pas non plus en train de signer un crédit immobilier avec la personne que vous aimez. Vous n'êtes pas en train de vous marier non plus. Donc, faut remettre les choses à leur endroit. C'est-à-dire, à force de... Et surtout chez le chaser, ça, c'est un vrai péché de tout de suite rentrer dans la surexcitation, de rentrer dans trop de plaisir, dans ça y est, dans des projections, vous savez, dans des projections amoureuses, genre ça y est, c'est le bon moment, ça y est, on va y arriver, c'est maintenant, oh là là, on va réussir, on va y aller, et tout ça. Et cette excitation de dingue, comme ça, là, ce truc qui émane de nous, c'est une énergie, enfin moi la première, j'ai fait ça, donc il n'y a aucun jugement, mais alors aucun. Mais cette énergie qui émane de nous, c'est aussi cette énergie qui fait paniquer l'autre. L'autre va paniquer de nous voir comme ça. Du coup, lui, il va aussi surréagir. Donc, vous voyez, il n'y a rien qui va. C'est-à-dire que c'est une réaction en chaîne où rien ne se passera bien. C'est-à-dire que va y avoir une virgule de courage de la part du runner qui va dire, allez, on va se remettre cette fois-ci, je vais pas lâcher un vu. Cette fois-ci, on va rentrer dans une communication. Tout de suite, il se confronte à un chaser qui panique. Donc l'autre, il se dit, bon, attends, j'essaie de maîtriser, j'y vais. Là. Il continue de discuter, mais il voit que le chaser en face, lui, il descend pas du tout en pression. Au contraire, il augmente. Ben, c'est comme ça que le runner finit par repartir à un moment donné. C'est-à-dire, ça ne descend pas. L'autre, il perd en confiance en lui, il perd en confiance en la situation, en confiance en l'autre aussi, justement, à arriver à descendre, etc. Plus il panique, plus il va commencer à devenir maladroit, à pas savoir quoi faire, parce que de toute façon, quoi qu'il tente, le chaser, il est supra-excité, beaucoup trop excité par rapport à la situation. Donc ça empêche, si vous voulez, des conversations fluides, une énergie fluide, tout simplement. Ça empêche aussi l'autre de s'exprimer, c'est-à-dire quand il n'y a que de la surexcitation comme ça, bah, l'autre il n'a pas d'espace pour tâtonner, si vous voulez. C'est-à-dire que nous, dans ces moments-là, le chaser il attend que l'autre il soit sûr de lui, vous voyez. Sauf que le runner il arrive comme ça, à pas de velours, en espérant tâtonner, et en fait ce que la surexcitation du chaser fait, c'est qu'il l'empêche de tâtonner. Donc on n'avance pas, donc il s'en va. Vous voyez ? Donc c'est hyper important de réfléchir à cette hiérarchie des émotions, c'est-à-dire voilà, est-ce que je suis en train de réagir correctement à la situation? Est-ce que je suis en train de vivre quelque chose de trop intense par rapport à un truc qui franchement, objectivement, est pas ouf, et pas hyper courageux, pas hyper concret, vous
voilà, ou au contraire, est-ce que je sous-estime quelque chose où je devrais m'énerver, type le vu, c'est-à-dire si je rebascule ça amène, si vous voulez, à mon deuxième point qui était justement de s'ancrer dans la réalité, c'est-à-dire que on est dans un contrat d'âme, d'accord, on vit des choses qui défient parfois la logique, ok, mais est-ce que nous, on devrait être ok avec ça? Moi, c'est une vraie question que je me pose, c'est-à-dire que est-ce que on devrait enfin, à l'image, si vous voulez, comme si on lâchait des vues dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on se voit et en fait, on se regarde, on écoute ce que l'autre a à dire et en fait, juste on ne répond pas, on tourne des talons, on s'en va. Cette personne serait complètement horrible de faire ça dans la vraie vie. Pourquoi on l'accepterait juste par prétexte qu'on est flamme jumelle, vous voyez? Oui, mais l'autre, il peut pas. Oui, mais l'autre, en fait, on n'aidera jamais l'autre. Il y a souvent cette chasseur qui dit mais comment je peux aider l'autre? Et je dis souvent vous pouvez pas l'aider, mais ça pour le coup pour le coup même moi je vais me désavouer. Là vous pouvez vraiment aimer l'autre en arrêtant en fait de faire le jeu de ça, c'est-à-dire ancre-toi dans la réalité et accepte aussi que j'ai une réaction proportionnelle à ce que tu es en train de me faire. Ça va dans les deux sens, hein, chaser comme runner. C'est-à-dire si toi chaser tu es en train de me noyer d'amour, tu es en train de me love bomb, vous savez, et tu m'étouffes complet machin, j'ai le droit de tourner les talons parce que c'est pas acceptable que tu fasses ça. C'est-à-dire c'est complètement décorrélé de ce qu'on est en train de vivre. Moi, je veux juste prendre un café pour savoir comment tu vas. J'ai pas envie que tu mettes un genou à terre. Voilà. Ça, c'est ok. Mais c'est ok aussi du chaser qui râlerait, lui, dans son sens, de dire... c'est pas ok que tu me maltraites en termes de communication comme ça, c'est pas ok que tu me mentes, que tu me dises pas les choses, que tu m'accuses d'être intrusif ou vraiment de m'immiscer dans des trucs qui me regardent pas quand je te demande juste comment tu vas, quoi. Donc faut vraiment remettre les choses dans leur contexte, réfléchir et aussi avoir l'honnêteté de se le dire, c'est-à-dire regardez l'exemple du vu, je n'accepte plus que tu me mettes un vu. C'est-à-dire que si on était dans la rue, tu serais le pire des monstres de me faire ça. Ce serait méchant de me faire ça. Ça serait vraiment une insulte en fait. Pourquoi je devrais l'accepter juste parce que c'est un réseau social? Parce que c'est du virtuel. Vous voyez? On a aussi le droit... Enfin, le contrat d'âme qu'on vit, il a rien de virtuel. Ok? Le contrat d'âme qu'on vit, il nous torture H24 dans des situations impossibles, à aller racler le fond de nous-mêmes. Il n'y a rien de virtuel dans ce qu'on vit. C'est méga... Enfin, les galères dans lesquelles on se retrouve sont méga concrètes. Donc, à un moment donné, c'est aussi normal de se poser, de dire, je veux aussi que mes émotions soient cohérentes avec le concret de ce que je vis. Il faut que je sois émotionnellement cohérent. Et quand on touche cette cohérence de dire, ok, il se passe ça, là j'ai envie d'investir de l'émotion parce que j'estime que cette situation appelle de l'émotion, ou alors il se passe ça dans ma vie, ça je n'ai pas envie d'investir de l'émotion, je me retire de ça parce qu'en fait ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de rentrer dans une intensité émotionnelle pour ça. Quand vous avez cette maîtrise, si vous voulez, de vos émotions, vous allez tellement gagner en sérénité parce que vous allez déjà être maître de vous-même, c'est-à-dire vous n'allez pas être dans le contrôle, c'est-à-dire je m'autorise ou je ne m'autorise pas à ressentir quoi que ce soit, etc. Vous allez vraiment être dans la maîtrise, c'est-à-dire que vous allez prendre la main pour avoir ce lâcher-prise de dire certaines choses ne méritent pas que je me mette dans des états pas possibles parce que de toute façon, à l'image par exemple de ce chaser qui surréagit de surexcitation, etc., le retour de bâton, il vient juste après. Parce que quand on s'exalte comme ça pour juste un demi-compliment tout mou, mais en même temps on est tellement avide de choses mignonnes de son runner qu'on est prêt à tout ressentir fois 100. Oui, mais l'autre panique en face et on va se prendre un vu derrière. On va se prendre une énième séparation, une énième engueulade. On va encore se prendre quelque chose qui ne va pas nous faire. Le retour du bâton, quand on a cette hiérarchie des émotions qui est complètement pétée, il est quasi immédiat. Donc, le côté de se dire, je vais réfléchir à comment je veux ressentir les choses, ça n'est pas du contrôle pour s'empêcher de, pour s'empêcher de vivre, pour s'empêcher de ressentir, pour, mettre sous cloche certaines émotions. Pas du tout. C'est pour les mettre aux bons endroits, pour qu'en fait, elles puissent se développer de façon fluide, de façon naturelle, c'est-à-dire, cette situation qui m'arrive,
je réfléchis à quel type d'émotion je veux faire, je choisis quelque part d'investir une émotion intense, parce que si j'investis une émotion intense, il pourra se passer quelque chose de bien pour moi. Si j'investis une émotion intense avec un renard, par exemple, qui est en train de paniquer, qui n'est pas du tout prêt à rentrer dans une relation avec moi, machin, j'aurai un retour de bâton derrière, et c'est l'opposé de l'abondance qui va arriver. Il n'y a pas un cas de figure qui me sera favorable. Vous voyez? Donc ça n'est pas boucler ses émotions, au contraire, c'est les diriger vers un endroit qui permettra de toucher de l'abondance, c'est-à-dire cette émotion d'excitation qui me plaît, hein, cette passion, parce que c'est de l'amour passionnel, etc., je vais l'investir dans un endroit où il pourra fleurir. Et je vais faire en sorte de ne l'investir qu'à cet endroit-là, parce que toutes les autres possibilités me feront reprendre un retour de bâton. Ça sera du désespoir, ça sera du drame, de la colère, etc. Et ça sera la fin de cette passion. Et on va venir ternir un sentiment super beau, par exemple, qui est la passion. On va venir le ternir avec du désespoir, avec des sentiments négatifs, de la colère, des disputes, etc. Alors qu'il pourrait, s'il était investi au bon endroit, vraiment fleurir dans une superbe fleur, dans quelque chose de très poétique, s'il est utilisé à bon escient. Donc c'est vraiment une efficacité émotionnelle, c'est pas du tout un contrôle, c'est vraiment une efficacité émotionnelle. C'est aussi s'accorder un espace de paix, c'est-à-dire que je n'investis pas dans un endroit qui me sera défavorable. Et quand on a ce recul, sincèrement, la paix, quoi. C'est pas, ça sera pas parfait H24 parce que personne n'est parfait. Et on a tous des moments où on n'arrivera pas à le faire parce que y a des vieux démons qui ressurgissent, hein, et parce qu'on peut pas tout faire d'un coup, petit à petit. Mais si on implante ça, cette hiérarchie des émotions dans le quotidien, de se dire, ok, alors attends, avant de surréagir, avant que je parte dans des plans, dans des projections, des plans sur la comète, etc., quelle est l'intensité du fait? Et du coup, quelle intensité émotionnelle il appelle? Et c'est ça que je veux fournir. Ça, vous pouvez le faire dès demain. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas. C'est super important, c'est super bien que vous vous posiez la question. Parce que juste se poser la question, si vous voulez, c'est commencer à prendre un réflexe super sain qui, à force de le faire, vous permettra justement d'arriver à cette maîtrise qui vous apportera énormément de sérénité. Donc ça, vous pouvez commencer à le faire dès demain. Et dès demain, vous allez, comment dire, déjà ne serait-ce que d'arriver à prendre cette seconde de recul, de dire, attends, qu'est-ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que je veux faire? Rien que ça, vous allez gagner en maîtrise de dingue. L'autre truc que vous pouvez faire, c'est arrêter de lutter contre le contrat d'âme. Quand vous, vous chargez l'autre de tous les maux de la terre. Mon runner, vraiment, il n'arrive pas à faire ceci. Mon runner, il n'arrivera jamais à faire cela. Je voudrais qu'il percute. Je voudrais qu'il comprenne. Qu'est-ce que je peux faire pour qu'il aille plus vite, pour que le tout aille plus vite? Qu'est-ce que je peux faire? Là, la li, là, la li, là, là, là. Petit message au chaser. Ou alors, côté runner, genre, ok, d'accord, on est en flamme jumelle, mais bon, ça veut pas dire non plus que je peux faire autre chose à côté. Je peux le faire plus tard, ou je peux le garder comme ça dans ma tête. On n'est pas obligé d'en faire du concret. Voilà. Coucou les runners. Tout ça, ce sont des sentiments qui vont contre le lien de flamme jumelle. Votre lien de flamme jumelle, j'arrête pas de le répéter, mais vraiment j'y reviens, c'est un contrat tripartite. Vous avez signé pour, c'est acté. C'est acté. L'autre personne avec qui vous êtes, empêtré dans ce parcours de flamme jumelle, c'est acté, c'est un engagement que votre âme a pris. Le mot, il est gros, mais c'est ça, c'est un contrat, c'est un engagement que vous avez pris avec votre autre. Donc ça sert à rien de casser du sucre sur le dos de votre runner parce qu'il est trop ceci, pas assez cela, parce qu'il est trop lent, parce qu'il n'y arrive pas, parce qu'il comprend pas, parce qu'il a fait ceci, nanana. Ça ne sert à rien, vous avez signé pour. Votre âme, elle s'est posée et elle a été d'accord. Donc, quand vous cassez du sucre comme ça sur le dos de votre runner,
Vous vous cassez du sucre sur votre propre dos. Vous vous chargez vous-même. Donc c'est... Je dis pas qu'il faut voir son runner tout beau, tout mignon, genre il est parfait. Pas du tout. Vous avez s'il y a quelque chose qui vous va pas, vous avez complètement le droit de dire ça me va pas. Mais ça rejoint, si vous voulez, il y a la hiérarchie des émotions qui est... C'est pas parce que votre runner, par exemple, il a fait un truc qui vous plaît pas, que ça y est, c'est la fin des haricots. Vous voyez, que ça y est, c'est fini, que c'est un tocard, que vraiment on n'y arrivera jamais. Nanana. Et la hiérarchie des émotions. Dans la vie normale, dans une vie saine, dans le négatif, il y a aussi une hiérarchie. Vous voyez? Si, par exemple, il vous a lâché un vu, c'est-à-dire équivalent, il vous a ignoré dans la rue. Ouais, nul, naze. Franchement, naze. Mais on n'a tué personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il vous a pas frappé, il vous a pas... comment dire? Enfin... Voilà, vous pouvez le tenir responsable de ça, de dire, bah, franchement, moi ça, le vu ou de m'ignorer dans la rue comme ça, moi ça je l'accepte pas, c'est ne serait-ce même que mal poli. Dis-le-moi que tu veux pas me parler, genre, franchement je pense que c'est pas une bonne idée, ouais je vais pas l'apprécier, mais au moins c'est honnête, vous voyez, au moins, voilà, je me suis pas retrouvée face à une espèce de mur de prison complètement, mais impoli, on part sur une valeur de base qui est la politesse, quoi. Donc voilà, mais on n'a tué personne, on peut le tenir responsable d'impolitesse, mais on ne va pas l'associer à un crime. C'est pas un crime de lèse-majesté que de vous caler un vu non plus. Donc ça, c'est la hiérarchie des émotions. Donc quand vous le chargez comme ça, quand on charge d'émotions négatives son runner comme ça, à dire mais faut qu'il comprenne, faut qu'il sonne ceci, etc. machin, et vous avez signé pour. Donc avant de charger l'autre, vous allez regarder, vous si vous êtes parfait, vous si vous êtes tellement... est-ce que vous êtes vraiment soigné à 100%? Est-ce que vous êtes un bonbon et que l'autre en face il est horrible? Moi je peux vous garantir que si l'autre en face il est horrible, c'est parce que vous aussi vous l'êtes sûrement un petit peu. Donc faut aussi se mettre en face du miroir et se dire attends, avant que je charge mon autre, moi c'est quoi mon problème? Vous voyez? Et de l'autre, ça c'était pour les chasers, et de l'autre côté pour les runners, qui, eux, vont essayer de repousser le lien de flamme jumelle jusqu'au dernier moment, quand bien même ils ont mis le terme dessus, quand bien même ils ont pilonné YouTube comme tout le monde pour comprendre ce qu'il y a, mais qui sont toujours là dans le doute, c'est-à-dire se dire « Mais non, mais ça, oui d'accord, alors j'y crois, je suis sûre, oui, lui c'est comme ça, mais en gros... dans leur tête, ça reste une espèce d'idée un petit peu romanesque, quoi. C'est un rêve, c'est... comment dire... Et tout est bon, tout prétexte est bon pour qu'ils passent en dernier, pour que leur vie passe en dernier dans leur vie. C'est-à-dire, c'est jamais le bon moment, ils se sentent jamais assez prêts. Non, mais de toute façon, si jamais je délire avec quelqu'un, il faudrait vraiment que je sois dans ma version la plus parfaite, parce que leur self-esteem est tellement en berne qu'en fait, ils lui mettent l'autre sur un piédestal de bâtard, alors qu'en fait, juste, on est au même niveau, les gars. Donc, il n'y a pas besoin de foutre d'échelle, il n'y a pas besoin de marchepied, vous pouvez venir même pieds nus, c'est sympa, les tongs aussi, on accepte, ça fait vacances, vous voyez. Donc, il y a ce côté aussi où faut arrêter de surréagir comme ça. Et runner, tu vas signer pour ton contrat d'armes avec 7 personnes aussi. Donc, n'en doute pas, tout simplement. Si tu sais que l'autre personne c'est ta vie, si tu en es sûr, c'est-à-dire si tu es sûr d'être dans un lien de flamme jumelle avec une personne, tu peux tester tout ce que tu veux. Tu peux croire que tu as du temps, tu peux croire que tu peux faire d'autres relations, que ça va très bien se passer, parce que l'autre, tu vas croire que tu vas t'illusionner du fait que tu pourras en garder un rêve. Tu vas te faire mordre par ta vie, par ta propre vie. Parce que si vous voulez, dans ces moments-là, le runner est prêt à déployer tous les mensonges de la Terre, et pas forcément des mensonges vers l'autre, des mensonges envers soi, pour ne pas... assumer, vous voyez, le rôle, enfin son rôle, son implication dans ce lien de flamme jumelle, et quelque part ne pas y croire, il va en douter jusqu'au bout, et tous les mensonges sont bons à se raconter pour se mentir vraiment par rapport à cette flamme jumelle. Il y a une actrice que j'adore, c'est Anna Mouglalis, qui disait on ment pour se créer une autre réalité. Et elle dit oui, je vis souvent dans une autre réalité, elle disait. Le renard, c'est ça, il se ment pas par envie d'être mauvais, ou envie de laisser tomber l'autre, ou envie de lui nuire, pas du tout. Pas du tout. Il se ment à lui-même pour vivre une réalité dans laquelle il maîtrise. Parce qu'il y a ce sentiment où s'il cède à sa relation de flamme jumelle, il va rien maîtriser du tout.
Sauf que le contrat d'âme, et là je suis en train de vous expliquer qu'il ne faut pas aller contre lui, dans le contrat d'âme, vous avez signé pour. Donc de toute façon, toi runner qui panique parce que tu penses qu'en étant avec ta FJ, tu vas rien maîtriser du tout et que ça va être, tout va partir à berzingue et ça va être un enfer, t'as signé pour ça. C'est-à-dire que quand tu t'es calé à la table avec la source et ton chaser en face, t'as dit, ok, alors moi, pour maîtriser, en fait, j'ai besoin de ça, de ça, de ça, de ça. Est-ce qu'on peut faire un compromis? Ouais, tu veux bien? On fait un compromis sur quoi? Le A, le B et le D? Ok, super. Bon, ben, ça me va, je signe. Concrètement, c'est ça que t'as fait. Donc, quand on est runner comme ça et qu'on est prêt à se raconter toutes les autres réalités, on va pas dire mensonges, toutes les autres réalités, comme disait Anna Mouglalis, pour fuir ça, tu ne te fais pas confiance à toi-même. C'est-à-dire que toi, petit runner, t'as signé en disant, en fait, ça me convient, ça c'est cool. Donc, en fait, tout ça, tous les compromis que je dois faire, ça va dans le sens de mon bonheur, en fait. Donc, tous les mensonges que se racontent les runners vont à l'encontre complet de leur bonheur. Donc, c'est... De toute façon, les illusions, les mensonges, ne serait-ce que le mot mensonge, ça a une connotation négative. Il n'y a pas de connotation neutre dans un mensonge. C'est-à-dire, on peut dire un pieux mensonge, c'est-à-dire white lie en anglais, comme ça, genre un mensonge blanc, vous savez, c'est beau, blanc, c'est pur, machin. Ça reste un mensonge, c'est-à-dire qu'on essaie d'adoucir, si vous voulez, quelque chose de foncièrement négatif. Vous voyez? Une illusion, on comprend tout ce que c'est, on comprend tout ce que c'est pas ouf, mais c'est déjà un peu plus neutre. Se raconter des mensonges, même si on a toutes les bonnes raisons de la Terre de se fournir un mensonge, de se servir un mensonge finit inexorablement par se refermer sur nous. Donc, on s'en fout. Les mensonges que vous avez dit à votre autre, à votre tierce, machin, on s'en tape complet. Là, je parle des mensonges envers vous-même. Ces mensonges-là vont finir par se refermer sur vous à un moment donné. Pas parce que vous allez aller contre le lien de flamme jumelle, etc. Parce que se mentir à soi-même, vous pouvez pas vivre une autre réalité avec vous-même que celle qui est la vôtre, vous voyez? Vous pouvez vivre une autre réalité avec les autres, si vous voulez. Mais vous pouvez pas aller contre vous-même, parce que l'essence même de qui vous êtes finira par vous rattraper à un moment donné. Et si vous fuyez ça de toutes les cellules de votre corps, la source vous y poussera de toute façon. On ne peut pas avancer dans la vie sur des mensonges. C'est-à-dire les mensonges finissent toujours par se refermer sur quelqu'un, flamme jumelle ou pas. Donc, faut pas croire. Et vous, en tant que flamme jumelle, vous avez encore moins de chance, j'ai envie de dire, de vous en sortir indemne sur un mensonge. C'est-à-dire que votre parcours, par son design, il va vous faire payer toutes les illusions, tous les mensonges, etc. Vous avez une obligation d'être honnête envers vous-même. Et il faut aller la chercher. C'est-à-dire, c'est pas un reproche que je suis en train de vous faire. C'est vraiment, j'essaie de vous donner des clés concrètes et rapides et efficaces. Donc, je comprends que ce que je suis en train de vous dire, ça puisse vous remuer un petit peu. Parce que clairement, je suis en train d'y aller cash, quoi. Mais à un moment donné, la guidance que je vous propose aujourd'hui, c'est une guidance méga concrète de choses que vous pouvez faire demain. Demain, c'est se dire au café, en train de touiller son petit thé, son petit café et manger ses petits croissants, se dire, ok, les mensonges, c'est fini. Les illusions, c'est fini. Ça, c'est pour les runners. Pour les chasers, les mots négatifs dans ma bouche, à propos de mon runner, j'arrête. J'ai signé pour cette personne comme ça. Cette personne, je trouve en fait qu'elle m'abandonne, je trouve que elle me soutient pas, qu'elle fait tout mal, etc. machin, mais j'ai signé pour cette personne-là, donc au lieu de penser à tout ce qu'elle ne sait pas faire, je vais penser à tout ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté cette personne? Qu'est-ce qu'elle m'a permis de comprendre? Qu'est-ce qui me plaît chez elle? C'est quoi la poésie de son être? C'est quoi la beauté de cette personne, etc. Je vais essayer de commencer à manifester du positif. Vous croyez vraiment, vous chaser, que vous allez arriver dans une réunion en focusant sur du négatif? C'est-à-dire, vous croyez vraiment que votre autre, un jour, il va se pointer après avoir entendu pendant 4 ans qu'il a fait que de la merde. Pas ouf, vous voyez. Donc, faut aussi se poser en disant, ok, chaser, moi, chaser, je vais me regarder moi avant de critiquer l'autre, avant de dire que l'autre, il a pas fait ceci, que l'autre, il m'inflige cela, etc. machin. Je vais m'autoriser à ressentir les bonnes émotions par rapport aux bons faits, c'est-à-dire, voilà le fait. Est-ce que j'ai le droit juste de me sentir contrariée ou insurgée? Quelle est l'émotion que je vais choisir?
quelle est l'intensité que je vais choisir. Moi, runner, je vais essayer de ne plus aller contre mon lien de flamme jumelle, c'est-à-dire, voilà, on est dans un lien de flamme jumelle, mon âme a signé pour ça, je veux reconnaître que de toute façon, je ne pourrai pas y échapper. Ça c'est une leçon que le chaser, il comprend direct, mais direct, genre dans les 10 premières minutes après la réunion avec l'autre, enfin après les retrouvailles avec l'autre. Hein. Le chaser, tout de suite, il s'est dit, genre, je suis dans la merde, je pourrais pas m'en sortir, c'est-à-dire, tout de suite, le chaser, il voit que ça. Cette sensation, elle arrive plutôt en fin de parcours pour les runners. Et vous ne pourrez pas y échapper. Donc, vous pouvez vous raconter toutes les autres réalités, comme disait Anna Mouglalis, que vous voulez. Vous n'y échapperez pas. Et c'est-à-dire, le retour de bâton là-dessus sera proportionné à la grandeur du mensonge. Donc, en fait, quand vous choisissez de douter, vous choisissez juste la taille du bâton. Rien d'autre. Mais rien d'autre, parce que tous les mensonges, toutes les illusions finissent par se refermer sur vous. Donc, au lieu d'être tout seul dans vos coins, vraiment de douter, vraiment tout seul comme un con de son lien de flamme jumelle en disant « Ouais, je sais pas trop, en même temps, mon runner, mon chaser, c'est un bulldozer, il va me maltraiter, j'aurai pas d'espace, je me sentirai étouffée, lalali, lalala. » Vous pouvez aussi dire, comme je viens de le dire au chaser, c'est-à-dire « Mais j'ai signé un contrat avec cette personne, qu'est-ce qu'elle va pouvoir m'apporter si je lui fais confiance ?» C'est-à-dire, je doute de moi, je doute du lien, mais en même temps, je sais qu'on est FJ, donc je doute de ce que ce lien peut m'apporter, mais je suis sûre qu'on est FJ. Ben, peut-être qu'il faut aussi que je fasse confiance à l'autre, peut-être que je peux aussi juste simplement lui demander. Oh, mon Dieu, dire au runner de communiquer, genre, oh, incroyable, vous voyez, juste lui demander. Vous voyez, instaurer une conversation comme ça, et si la conversation ne vous plaît pas, juste de dire... La conversation ne me plaît pas. On n'est pas obligé de faire un drame direct. On n'est pas obligé de faire une confrontation directe. De dire des mots tout simples comme « je suis pas à l'aise »,« je me fais pas confiance, du coup j'ai du mal à te faire confiance ». Là, c'est ce qu'on est en train de dire maintenant. Clairement, sur ce sujet, je suis timide, je suis maladroit. Je sais pas, je sais que je vais sûrement mal faire. J'ose pas faire. Vous voyez, c'est des mots. Tout ça, ce sont des émotions tempérées qui sont intéressantes à aller chercher parce que quand on s'illusionne, quand on se met ensemble, on se dit de toute façon oui c'est ma vie, oui j'ai signé pour un contrat avec cette personne, mais cette personne n'est pas capable de recevoir l'information que je lui ai donnée, du coup je vais mentir, je vais cacher, je vais omettre, ça passera mieux. Ben refaites-vous le film de votre relation à vie, objectivement, quand est-ce que ça a été bénéfique? Ouais, peut-être ça a été bénéfique pendant 2 semaines. Mais moi, je suis... mais alors, franchement, je vous mets un billet sur la table. En plus, moi, je suis une grande joueuse. Alors, je vous mets un billet sur la table que, X temps après, retour de bâton. D'une manière que vous n'avez jamais anticipé. Vous voyez? Parce que ça, tant de chaser que runner, on se fait des plans sur la comète sur ce qui va probablement se passer. On a un lien de flamme jumelle, c'est un truc assez ouf, c'est un contrat qu'on a signé qui est assez dingue et surtout on n'a pas le papier, vous voyez. On en fait l'expérience, mais concrètement on n'a pas le contrat sous les yeux, on ne sait pas ligne par ligne ce qu'on a signé, on est obligé de l'apprendre à tâtons comme ça. À un moment donné, il faut se faire confiance aussi. Faire confiance à l'autre, se dire en fait on est tous les deux à tâtons. Donc en fait, il faut aussi reconnaître qu'on peut se dire ce genre de choses. Je tâtonne, tu tâtonnes, ce sont des émotions tempérées. On va aller chercher ça parce que de toute façon, si on se ment, si on va dans des accusations, si on va dans du reproche, etc., rien ne pourra sortir de positif de ça. Ça, on va repartir au point numéro 1 qui était la hiérarchie des émotions. Investir ce genre d'idées, de doute, etc., ça n'amènera à rien. C'est le principal obstacle à l'abondance. Et quand je parle d'abondance, ça n'est même pas la réunion, c'est l'abondance envers soi-même. Donc, d'où l'intérêt de s'ancrer dans la réalité, vraiment vraiment de mesurer ce qu'on est en train de faire. Plus on va essayer de minimiser la relation d'âme dans le parcours de flamme jumelle, moins ça se passera bien. C'est vraiment ça.
Et quand on baisse les armes, j'ai envie de dire, et qu'on arrête de lutter contre, et qu'on arrête de scruter à la loupe comme ça ce que l'autre peut faire, ou ce que l'autre ne fera pas, ce qu'il a mal fait, etc., ou ce qu'il n'a pas compris, machin, on restera inexorablement bloqué. Ce lien de flamme jumelle est énorme, c'est une chance en fait. On s'est réincarné dans cette vie avec cette chance, cette possibilité, cette opportunité de toucher l'abondance avec soi-même, de toucher le succès, de toucher la renommée, de toucher la paix. Juste la paix, ne serait-ce que ça, la paix. Aller contre le lien de flamme jumelle, c'est faire obstruction à tout ça. Donc si je vous dis genre, ah ouais, donc t'as une opportunité de réussir dans la vie, t'en doutes, t'en veux pas? Donc je la prends, je me casse avec. Genre, là, regarde, coucou, j'ai un chèque de 1 million au loto, mais du coup, tu doutes, t'en veux pas? Bah, je me casse. Bah, tu vas dire, bah non, reviens, moi j'aime bien l'argent, encaisse tout de suite, j'appelle le crédit mutuel, j'encaisse direct, vous voyez? Vous n'allez pas en douter. Pourquoi vous faites pareil avec votre élan de flamme jumelle? Ça n'a pas de sens. Et ça vient dans la, comment dire, dans la hiérarchie des émotions qui est complètement pétée. Pour le coup, là, vous devriez avoir une émotion intense, enfin, une certitude intense par rapport à ça, c'est-à-dire, vous avez ce contrat karmique de dingue qui organise l'intégralité de votre vie, qui a organisé tout ce que vous avez vécu depuis que vous êtes arrivé sur Terre, tous vos traumas, mais tous vos bonheurs aussi, tout ce que vous aimez, tout ce qui vous passionne, tout ce qui met vraiment des étoiles dans vos yeux, etc. Tout ça, ça a été réfléchi dans votre contrat de flamme jumelle. Tout ça, il n'y a rien de tout ça qui est un hasard. Tout ce qu'il y a de beau chez vous fait partie de votre contrat de flamme jumelle. Donc, au lieu de rester focus sur le négatif, et en restant focus sur le négatif, il ne se passera rien, mettez de l'excitation dans votre parcours de flamme jumelle, pas par ce que l'autre il est arrivé dans vos vues Instagram, parce que vous êtes une flamme jumelle, vous dites, putain, en fait, j'ai la chance d'avoir cette opportunité. Il y a plein de gens malheureux dans la vie qui n'ont pas cette opportunité. Dans vos vies antérieures, vous avez été cette personne malheureuse qui n'a pas eu cette opportunité. Et c'est justement parce que vous avez été cette personne malheureuse plein de fois que votre âme et celle de votre autre et la source, vous êtes mis d'accord pour vous dire maintenant ça on arrête, c'est bon, c'est fini. Dans cette vie, tu as la possibilité d'être heureux. Dans cette vie, tu as la possibilité d'être dans l'abondance et d'être bien avec toi-même et d'aller toucher vraiment la sérénité. Pourquoi y faire obstruction? Mais pourquoi y faire obstruction? Donc, on arrête. Enfin, moi, c'est ce que je vous propose. En tout cas, d'y réfléchir entre ce soir et demain. Je vous propose juste d'y réfléchir parce que vous faites ce que vous voulez de votre vie. Hein. Si vous voulez continuer à péter votre parcours, faites ce que vous voulez. Je suis un peu bitchy ce soir. Je sais pas, je crois que c'est ma reprise au travail qui me pimpe, vous voyez. Mais vous pouvez essayer d'y faire obstruction si vous voulez, mais c'est contre-productif en fait, parce que de toute façon, quand on va dans le sens de son parcours de flamme jumelle, vous savez, quand on baisse les armes, ça y est, on a rétabli la hiérarchie des émotions. On vit les choses correctement, on s'accorde des émotions tempérées, on s'accorde du négatif tempéré. Ah, il m'a calé un vu, franchement pas poli, hein. Mais je vais pas en faire un drame non plus. Ah, comment dire, il m'a dit des choses qui sont... Enfin, mon César, il m'a fait des déclarations d'amour qui sont complètement décorrélées de ce que moi je lui ai dit. En fait, je lui ai juste dit qu'il était drôle à sa blague. Je lui ai pas dit que je voulais l'épouser. Donc, en fait, j'ai le droit de paniquer. C'est hyper émotionnellement intense ce qu'il est en train de faire. Donc, j'ai le droit de réagir de façon intense et lui dire, en fait, là, ça va pas, je pars. Ouais, il y a le droit. Est-ce que... voilà, quand on arrive à cette maîtrise des émotions... Déjà, on descend en pression, mais tellement vite. Et on apprend, si vous voulez, à communiquer et à réfléchir, si vous voulez, avec une sérénité, avec... Et en plus, si vous voulez, c'est une leçon. Quand on applique ça à son parcours de flamme jumelle, qui est quand même le truc qui va nous apprendre le plus de choses dans notre vie. Ce parcours, c'est ce qui va nous apprendre le plus dans la vie. Mais vraiment, il va nous transformer, on va transmuter, etc. Quand vous apprenez ça, quand vraiment c'est une leçon, quand le parcours de flamme jumelle vous met vraiment le doigt là-dessus, c'est une leçon que vous allez appliquer sur l'intégralité de votre vie. Vous allez l'appliquer au travail, avec la famille, avec les gens dans la rue, vous allez gagner tellement de sérénité. Parce que
La hiérarchie des émotions qui est pétée, elle n'est pas pétée qu'avec votre flamme jumelle. Elle est pétée avec tout le monde, avec tout ce qui s'est passé dans la vie, dans votre façon de réagir au travail, ce genre de choses. Quand vous réfléchissez à tout ça, vous allez tellement prendre le réflexe, en fait, de prendre ce recul et d'aborder tout ce qui vous arrive avec une émotion saine, que toute votre vie va se caler. Vous savez, c'est une espèce d'engrenage comme ça qui était grippé, et tout d'un coup, ça va faire comme ça, tout fluide, et ça va tourner de façon toute fluide. Parce qu'en fait, vous allez toujours avoir le truc tempéré, mesuré par rapport à ce qui vous arrive. Vous allez redécouvrir de nouvelles émotions. Là où avant, il n'y avait par exemple que de la colère, que de la haine, que du refus de l'autre et machin. Vous allez juste apprendre à maintenant à gérer du négatif sous la forme juste d'une contrariété. Est-ce qu'une contrariété, ça mérite, par exemple, dans le cas de, je pense, d'un couple marié, par exemple, est-ce qu'on divorce pour une contrariété? Non. On divorce quand il y a vraiment un très très gros problème ou quand il y a juste plus d'amour, vous voyez. Mais un amour qui s'en va, c'est grave. Ça mérite un divorce, vous voyez. Une contrariété, ça mérite pas un divorce. Si t'as encaissé la voiture contre un poteau, je vais pas divorcer. Vous voyez, c'est illogique de faire ça. Ben, c'est un petit peu le même principe. C'est vraiment, comment dire, réapprendre les émotions tempérées, c'est gagner en liberté, gagner en maîtrise, gagner en espace émotionnel aussi, parce qu'en fait, quand on va dans des grandes émotions comme ça, quand on lutte contre son parcours, c'est-à-dire quand on déploie des efforts surhumains pour se créer des illusions, se créer des mensonges, pour, comment dire, décortiquer le comportement de l'autre, pour comprendre de A à Z pourquoi ça ne va pas, etc. Vous déployez des trésors d'énergie qu'objectivement, vous n'avez pas. C'est une énergie. Là, votre énergie, vous la dépensez à crédit et ça sera d'autant plus difficile de vous recharger les batteries. Quand on vit des émotions tempérées, c'est-à-dire quand on est juste contrarié pour quelque chose qui est une contrariété et que ça ne va pas plus loin, vous économisez aussi de l'énergie. C'est-à-dire vous permettez de ne pas vider vos batteries, c'est-à-dire ça ne mérite pas, cette situation ne mérite pas que je me mette en péril toute ma journée, ma semaine, mon mois. Ça ne mérite pas que ça m'empêche d'aller au travail. On pense notamment à tous ces chasers qui, rongés par la peine de leur NNA pendant que leur runner il est en plein déni et que tout va bien pour lui et qu'on n'arrive même pas à se lever du lit et machin, qu'on n'arrive pas à aller travailler. Vous voyez très bien de quelle émotion je parle. Maintenant, tout ça c'est derrière vous, tout ça c'est du passé. Maintenant, à partir de maintenant, ce truc de rester au lit à pleurer toutes les larmes de notre corps façon Bridget Jones pour une contrariété, c'est fini. Demain, là, au café, c'est fini. Vous décidez, ça y est, j'arrête. La prochaine contrariété que j'ai, déjà, je réfléchis si c'est un drame ou une contrariété. Si c'est une contrariété, émotion tempérée. Si c'est un drame, émotion intense. Et là, t'as le droit, même moi, je te donne des Kleenex. Voilà. Là, t'as le droit de rester au lit avec ton petit film Bridget Jones et un pot de Häagen-Dazs. Moi, j'aime bien les trucs au peanut butter avec la Häagen-Dazs. C'est ma glace de désespoir, le peanut butter, vous voyez. Bref. Mais voilà. Ne pas lutter contre le contrat d'âme et surtout, voilà, arrêter d'alimenter les peurs, d'alimenter les émotions négatives, les émotions excessives comme ça. Conserver son énergie et ça, vous pouvez le faire dès demain. Je vous le conseille tellement fort de réfléchir à tout ça, de refaire le film de ce qui s'est passé avec votre, de se dire en fait, ça c'était une contrariété mais j'ai réagi comme un drame, ça c'était un drame et j'ai réagi comme une contrariété, il n'y avait rien qui était au bon endroit. Donc à partir de maintenant, je refais les films, je replug tout au bon endroit. À partir de maintenant, quand quelque chose se passe, je me pose, je m'accorde juste une demi-seconde pour réfléchir à quelle émotion j'ai envie d'investir, quel type d'énergie j'ai envie d'investir, est-ce que j'ai de l'énergie à investir? Et tout le monde va aller beaucoup mieux parce que vous allez tous descendre en pression. Voilà. Et surtout, vous êtes dans un parcours de flamme jumelle, c'est une chance. Même si là, les derniers jours ont pu être difficiles pour vous, etc., ça reste une chance. Donc, voyez-le comme un vecteur d'abondance qui vous permettra
qui vous permettra de toucher le meilleur de vous-même, qui vous permettra de toucher le meilleur de la vie. Et moi, je pense que c'est sympa parce qu'on aime tous gagner au loto. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne nuit.